Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Collection internationale, dirigée par Denis Rouland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Philippe Letrialiart, Americana 1987 à 2007. Regard sur les sociétés américaines, 2020. Estelle Poitvin, La politique étrangère des États-Unis en Amérique latine. Interventionnisme ou d'influence ? L'OEA comme régulateur, 2020. Jean-Philippe Legoy et Jean-Louis Violot dire Institutions universitaires et mouvements étudiants 2020. Syriac ESSEBA et RE accent aigu NE accent aigu BIDIAS dire Comprendre les relations internationales contemporaines 2020. Imad Eddine HATIMI dire Le management de l'innovation au Maroc 2020. Antoine Dutil, La patrimonialisation des semences végétales 2020. Antoine ULLESTAD, Les frontières extérieures de l'Union européenne. Étude de l'internationalisation du marché intérieur, 2020. Jean-Luc Mathieu, L'Institution du défenseur des droits, 2020. Élodie Rémy, Réfugiés, l'hébergement chez des particuliers. Les liens qui rendent libre, 2020. Garik GALSTYAN, L'écologie en Arménie, le lac Sevan et l'émergence du mouvement écologiste, 2020. Miguel Suárez Boza, Le port de Casablanca au XXe siècle. Une source de développement pour le Maroc, 2019. Guy Laurent, Les ambiguïtés de la démocratie participative, de Porto Alegre aux Gilets jaunes, 2019. Despina TOMESCU, Roumanie Histoire d'une identité, 2019. Jean Kudela et Bernard Laurie dire Le regard sur l'autre en Europe médiane, 2019. Rubenilson Brazao Texera, avec la participation d'Edja Triguero, des deux côtés de l'Atlantique, Natal Dakar dans une perspective comparative, 2018. Jules Durand, Lettres de prison septembre 1910 au février 1911, 2018. Félix Pavia, Mexique, La guerre perdue contre le narcotrafic, 2018. Laurie Servière, Colombie, La paix comme levier politique international, 2018. Antonia Emo Sanchez, Marie Galera, Métissage de la création théâtrale. Amérique hispanique Espagne-France, 2018. Tristan Lefortmartine, Des droits pour la nature ? L'expérience équatorienne, 2018. Dédicace. En hommage à Siran Jamalovna Amarian, notre première institutrice, du CP au CE2, décédée le 7 décembre 1988. Le 7 décembre 1988. Nous avons 10 ans, nous sommes en CM1D, à l'école russe numéro 23 de la ville de Léninakan en Arménie. L'école est en sureffectif et accueille des élèves du matin au soir, presque 2500 en tout. Notre classe démarre à 11h05. Ce n'est pas un jour ordinaire. Nous devons aller à l'anniversaire de notre camarade de classe Armen Kagramanian, juste après la sonnerie, à 11h45. Le tremblement de terre survient à 11h41. Il va détruire les 2/3 de notre ville et anéantir la ville de Spitak. 25 000 morts, des centaines de milliers de sans-abri. Le bâtiment de notre école survivra malgré l'effondrement d'un mur porteur. C'était le mur de notre classe qui donnait sur le jardin botanique. Notre camarade Eva Ogadjenian, absente de l'école ce jour-là, sera la seule victime de CM1D. Quelques jours après, son corps sera retrouvé sous les débris d'un immeuble de 9 étages. L'anniversaire d'Armen n'aura pas lieu, personne ne soufflera ses 10 bougies. Le bâtiment de l'école numéro 23 à Léninakan après le séisme. En 2016, presque 30 ans après le tremblement de terre. Je décide de faire appel à la mémoire de mes camarades de classe lors de cette terrible journée du 7 décembre 1988, pour lancer un projet de film documentaire.
Je crée un groupe intitulé CM1D sur Facebook où j'invite quelques camarades, avec lesquels je suis toujours en contact, en leur envoyant le message suivant. Mes chers amis, c'est Diana Mkartchian, votre ancienne camarade de classe de Léninakan. J'ai une demande à vous faire. En fait, c'est plus qu'une demande, c'est une invitation à partager vos souvenirs du 7 décembre 1988. J'aimerais produire un film documentaire sur notre classe à partir de vos témoignages. Je peux comprendre la difficulté que vous éprouverez à revivre ce jour, mais cela me paraît néanmoins très important de faire ce devoir de mémoire pour chacun d'entre nous, et en souvenir de notre classe de CM1D, la classe des bienheureux, je veux dire des survivants. Essayez de vous rappeler ce jour, et ce qui s'est passé ensuite. Je vous propose de participer à ce travail collectif, et d'y consacrer un peu de temps. Si vous êtes en contact avec d'autres anciens élèves de notre classe, transférez-leur ce message et invitez-les à joindre notre groupe Facebook. Je sais que parmi vous, certains ont quitté le pays depuis bien longtemps comme moi. Écrivez vos souvenirs dans la langue la plus facile pour vous. En arménien, en russe, en anglais, en français, etc. Envoyez-les à mon adresse mail, diana.ditaka@gmail.com s'il vous plaît. Je vous serai également reconnaissante de me préciser où vous vivez actuellement et ce que vous faites. En attendant votre réponse. Diana Mkartchian. 7 jours après le nombre de contacts de groupe CM1D sur Facebook triple. Les échanges continuent 24 heures sur 24. Nous nous disons bonjour et bonne nuit, simultanément, car nous sommes dispersés dans le monde entier. Nous parlons d'autres langues que l'arménien et le russe, nos langues maternelles. Nous sommes devenus parents, chacune et chacun suit son chemin. Mais ce qui nous réunissait autrefois persiste toujours. La classe de CM1D n'a pas cessé d'exister et notre passé commun nous relie. En effet, d'autres élèves accueillis dans notre classe après le tremblement de terre, comme Rosa Barakian et Grigori Hierroyan, nous rejoignent et écrivent leurs souvenirs aussi. J'arrive à recueillir une vingtaine de textes, 19 sont écrits en russe et un en anglais, celui de Voskan Elbakin. Pour moi le format d'un film ne convient plus. En effet, je ne me sens pas autorisée à privilégier un texte plus qu'un autre. Je décide de les rassembler dans un livre, et imagine la mise en page du journal de classe à l'époque soviétique. Notre camarade de classe Armen Kagramanian, dont l'anniversaire n'a pas eu lieu le 7 décembre 1988, finance l'édition du livre en russe. Classe de ce 2D, photos prises avant le tremblement de terre. Il n'y a pas de photos de CM1D, car les photos de classe se faisaient au printemps, professeur. Amarian Siranjamalovna, à gauche, Kostanian Karine Razmikovna, en Union soviétique, les élèves entraient à l'école en CP à l'âge de 7 ans. Ils restaient ensemble, dans la même classe durant 10 ans, d'où la solidité des liens tissés entre nous. Liste des élèves de la classe. Rosa Barakian. Naira Alexanian. Édouard Auger ANESSIAN. Artak Barian. Grigori EROYAN. Vardan BEGDJANIAN. Lilith Minassian. VARDOUIGQLBAZIAN. Diana MKRTCHYAN. Christina MKHITARIAN. ARM accent aigu NKAGRAMANIAN. Liana KARAPETIAN. Artak Mouradian. Anouche TERZIBACHIAN. Elmira TONOIAN. VARDOUITCHAKHALIAN. Lilith ARZOUMANIAN. Artem DARBINIAN. VOSKANELBAKIAN. Ruben MKHITARIAN. Conclusion. Photo de classe. Photo de la présentation. Rosa Barakian. Avant le tremblement de terre, j'étais en classe de CM1A. Ce n'est qu'après que j'ai rejoint la classe de CM1D. C'est pourquoi je me suis sentie concernée par l'appel de Diana à apporter mon témoignage. Le matin du 7 décembre, ma maman s'est levée pour la première fois depuis un mois, suite à un douloureux lumbago,
l'accès à l'eau chaude était rétabli et il fallait donc commencer à ranger la maison avant Noël. Papa était parti au travail. Il était professeur à l'Institut Polytechnique, et d'après son emploi du temps, il avait cours dans un bâtiment à côté de chez nous. Ma sœur Lilka, qui avait 7 ans, était partie à l'école. Elle commençait à 8 heures. Quant à nous, nous démarrions à 14 heures. Comme l'école était en sureffectif du fait de sa bonne réputation et comme le bâtiment ne pouvait pas accueillir 2500 élèves à la fois, les cours étaient repartis en 3 cycles, comme le travail en 3/8 dans les usines. Ce jour-là, je devais faire du piano, un concert était prévu au conservatoire le 9 décembre, et me préparer au contrôle de maths et de russe supervisé par le directeur. Sans avoir pris le petit déjeuner, je me suis mise au piano. À ce moment-là, des voisines du 8e étage ont téléphoné, nous habitions un immeuble de 9 étages pour dire qu'elles descendaient chez nous prendre un café. Lorsque maman était malade, elles nous aidaient à faire le ménage, comme si elles étaient de la famille. Elles sont reparties après le café. Maman est revenue après les avoir raccompagnées à l'ascenseur. À ce moment-là, le coucou a commencé à tanguer. Nous avons aussitôt deviné que c'était un tremblement de terre. Ça arrivait souvent, mais nous ne pensions jamais à quitter la maison. Cette fois-ci, maman m'a attrapé par la main et a crié « Viens ». Papa me l'interdisait, mais j'ai toujours aimé porter ces pantoufles de taille 43. Malheureusement, ce matin-là, je les portais comme d'habitude, j'avais donc du mal à courir. Maman me tirait par la main, et je n'arrivais pas à la suivre. Tout à coup, un grand morceau de verre nous est tombé dessus et a frappé maman à l'épaule. Elle m'a lâché la main par réflexe, mais n'a pas cessé de me tirer. « Suis-moi ». Je ne pensais pas rester en arrière, mais je portais les pantoufles de papa. Tout à coup, j'ai vu Tata Amik, notre voisine du 3e étage, qui descendait l'escalier et me criait « Sauve-toi ». Mais il n'y avait nulle part où aller, car tous les escaliers étaient déjà détruits. Nous sommes restés toutes les deux, Tata Amik et moi, dans un cul-de-sac. J'essayais de lui expliquer que je ne pouvais pas courir. Aujourd'hui, je hurle souvent dans mon sommeil, je rêve de ce moment d'effondrement, le bruit, le mugissement, la voix de maman qui me crie « Viens ». Quand je suis revenue à moi, ma bouche était remplie de sable et d'autres saloperies de débris. Il faisait noir à tel point que, pour comprendre si j'avais les yeux ouverts, je devais les toucher. Là-haut, c'était l'horreur, des cris, des gémissements partout. J'ai compris que je ne pouvais pas remuer mes jambes. Tata Amik, à côté de moi, était écrasée par un bloc de béton. J'avais très mal, je voulais libérer mes jambes, mais le moindre mouvement causait un mal horrible au ventre d'Amik et j'ai donc cessé de bouger. On me demande souvent de quoi j'avais le plus envie, sous les décombres de la maison. J'avais soif, tellement soif. Ce n'était pas tant mes jambes qui me causaient de la peine, que la soif horrible qui me rendait folle. Ce jour-là, Tata Amik avait pris une journée de congé pour ranger la maison. Tonton Vanik, son mari, travaillait avec mon père à l'Institut Polytechnique. Ils avaient 2 fils. Tata Amik, écrasée sous les décombres, souffrant le martyre, ne pensait qu'à ses enfants. Où étaient-ils, que leur était-il arrivé? Nous avons commencé à crier au secours, mais personne ne nous a entendus. Là-haut, d'après les voix qu'on percevait, c'était le chaos. Ces voix résonnent toujours dans mes oreilles, des gémissements, des au secours qui s'étouffaient peu à peu. Cela devenait de plus en plus difficile de continuer à crier. Je n'étais consciente que par intermittence. Je rêvais d'eau, de beaucoup d'eau, mais dès que j'ouvrais les yeux, c'était à nouveau le froid noir. Mes jambes se sont engourdies peu à peu, et puis je ne les ai plus senties. Le bloc de béton qui nous avait écrasés nous étouffait de plus en plus, et j'arrivais de moins en moins à bouger. Je pensais à maman, à papa, à Lilka. Il me semblait que j'étais restée toute seule. Le temps s'écoulait, et ça devenait de plus en plus dur. Je restais le plus souvent inconsciente et Tata Amik ne cessait pas de crier, mais personne ne l'entendait, à cause du bruit au-dessus. La nuit du 9 décembre, quelqu'un a entendu une femme crier au secours, et s'est approché des décombres. Tata a entendu la voix d'un passant et a dit qu'elle s'appelait Amik, que son mari s'appelait Vanik, qu'ils étaient du 3e étage. Cet homme a transmis ces informations à un groupe de gens qui se réchauffaient autour d'un feu de camp, où ils brûlaient des meubles cassés et peut-être des parties du piano sur lequel j'avais joué 2 jours avant.
Tonton Vanik a couru à l'endroit indiqué. Tata Amik se sentait très mal déjà, mais elle a pu dire qu'elle n'était pas seule et qu'elle avait la fille aînée d'Artaj du 4e étage à côté d'elle, et que si sa famille avait péri, il faudrait adopter Rosa. Tonton Vanik a répondu que sa famille avait survécu, qu'il n'y avait que maman qui avait la main blessée. Quand j'ai retrouvé mes esprits encore une fois, Tata Amik m'a raconté tout ça. Après je l'ai entendue râler, et puis elle ne me répondait plus. J'ai commencé à mordre ses doigts pour la réanimer, mais en vain. C'est ainsi que j'ai compris qu'elle était morte. J'ai eu très peur en pensant que ça allait m'arriver à mon tour, mais je me suis calmée en apprenant que mes parents et Lilka avaient survécu. Les gémissements de tous côtés qui me rendaient folle, se sont étouffés. Au bout d'un moment, il m'a semblé que je dormais et je rêvais que je parlais à mon père. C'était difficile, mais je me forçais désespérément à le faire. Papa me posait des questions étranges. De quel côté je vois tomber le rayon de la lanterne, de quel côté j'entends des coups et il me demandait de ne pas m'endormir. Ce n'était pas un rêve, c'était pour de vrai, et mon père, mon cher papa, m'a trouvé. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à libérer mes jambes qui étaient bloquées sous le corps de Tata Ami. Papa est parti chercher du secours, et l'oncle Sacha, qui était à Kiev au moment du tremblement de terre, est revenu avec une équipe de médecins. Ils n'ont pas réussi à me libérer. Il a essayé plusieurs fois. Je criais à cause de la douleur horrible dans mes jambes. Finalement, Sacha a réussi à libérer ma jambe gauche, mais la jambe droite restait bloquée. Un chirurgien militaire est venu examiner où j'étais immobilisée et a pris la décision d'amputer ma jambe. Je me rappelle à peine le visage de ce chirurgien. Mais je suis sûre à 100% que je n'avais pas peur, peut-être parce que je ne savais pas ce qu'il allait me faire. Tout à coup, il y a eu du bruit et des cris et le médecin est monté voir ce qui se passait. À sa place, plusieurs hommes de petite taille se sont faufilés à travers les débris et ont commencé à se préoccuper de quelque chose, comme si chacun avait sa mission. L'un a essayé de dégager le corps de Tata Amik pour libérer ma jambe, l'autre a voulu la tirer dehors à l'aide d'une ceinture enroulée autour de mon genou, le troisième s'est mis à couper la ferraille à l'aide d'un chalumeau. Un autre s'est évanoui et s'est allongé par terre, et son frère l'a ranimé, et un dernier m'a tiré par les épaules. C'étaient 6 frères de la ville d'Akalkalaki, enclave arménienne en Géorgie. Là-bas chez eux on les appelait en blaguant, les frères service. Ils passaient à côté des décombres, ont vu le tumulte et décidé d'intervenir lorsqu'ils ont appris qu'on allait m'amputer la jambe. Plus tard, pendant toute ma carrière de médecin, j'ai soigné les gens d'Akalkalaki gratuitement. On m'a donné un tuyau pour respirer, pour que je n'inhale pas la fumée du chalumeau. Je criais de douleur, mais personne ne me prêtait attention, chacun était occupé à sa tâche. J'ignore combien de temps cela a duré, mais lorsqu'on m'a finalement tiré des décombres, beaucoup de gens étaient à côté de moi. Je n'oublierai jamais le visage de maman, qui s'est accrochée à moi. Tonton Vanik, le mari de Tata Amik, est apparu dans la foule et m'a demandé quels étaient les derniers mots de sa femme. Je l'ai regardé et lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas, que Tata Amik allait bien et qu'on allait la libérer des décombres. On nous a emmenés, maman et moi, en ambulance à l'hôpital. J'ai avoué à maman avoir menti à tonton Vanik, à propos de sa femme. Je n'ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Je suis cancérologue chimiothérapeute, et il m'arrive parfois de dire aux proches de mes patients que malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour les aider. Chaque fois, j'éprouve le même sentiment que quand j'ai parlé à tonton Vanik. Je n'arrive pas à le décrire. Et qu'est-ce qu'il y a eu après ? Plusieurs interventions chirurgicales, à peu près 6 mois passés dans des hôpitaux différents, des médicaments, des perfusions. On a sauvé ma jambe, et puis en France, à Nice, d'autres opérations m'ont guéri de la claudication qui m'a coûté tant de moqueries de mes copains de classe à Erevan. C'est pour ça que je détestais cette fameuse école Pouchkine là-bas. Depuis ce temps-là, je maintiens le contact avec tonton Kachatour, l'un des frères service qui était à la tête de l'opération de secours. Il nous rendait visite fréquemment, et nous venions lui rendre visite à Akalkalaki en Géorgie. Actuellement, il vit à Moscou avec sa famille. Depuis ce jour, lorsque j'entre dans un nouveau bâtiment, la première chose à laquelle je pense, c'est comment le quitter au plus vite en cas de tremblement de terre.
Et quand j'ai soif, je dois boire de l'eau immédiatement, sinon je panique et l'odeur du chalumeau me revient en tête. Rosa Barakian, après une de ses nombreuses opérations de la jambe. Les frères Service, qui travaillaient, sur les débris du tremblement de terre à Léninakan. De gauche à droite, Jevon Henrich, Kachatour, Hogan, Rafik et Kamo Aslanian. Rosa Barakian, médecin cancérologue, avec sa famille, son mari Tigran et ses filles Gohar et Lilith. Erevan, Arménie. Naira Alexanian. Avant le tremblement de terre, j'étais en CM1A. C'est après que j'ai dû changer de classe et continuer mes études en CM1D. Nos cours démarraient à 13h, et une partie de mes camarades de classe de CM1A ne sont jamais revenus à l'école. Dans ma famille, j'étais fille unique. Nous habitions une résidence privée au 88, rue Isaakian. Chaque matin, maman m'accompagnait à l'école. Nous passions par un pont au-dessus d'une rivière, à côté d'un immeuble de 16 étages. C'était le plus bel immeuble de Léninakan. Ce matin du 7 décembre 1988, je suis restée à la maison avec maman et papy et je devais partir à l'école après avoir déjeuné. Ma grand-mère et papa étaient déjà partis au travail. Mamie au conservatoire et papa à l'usine de textile. L'usine se trouvait à 5 minutes de marche de notre maison. Maman y travaillait aussi, mais elle commençait l'après-midi. Papa était agent de maîtrise des métiers à tisser, maman y tissait des collants. Je me souviens que j'étais en train de dessiner et tout à coup, la lumière s'est éteinte et une sorte d'onde de choc a traversé la maison. Ma mère et moi étions sous la véranda, et il fallait donc juste ouvrir la porte pour sortir, mais les secousses nous poussaient çà et là avec une telle force que nous pouvions à peine tenir debout. J'ai du mal à me rappeler comment nous sommes sortis de la maison. Papy nous a suivis dehors. Nous restions agrippés aux cordes à linge dans la cour pour ne pas tomber. Nous entendions des cris et des gémissements, la poussière obstruait l'air comme un mur. Tout était flou et personne ne comprenait ce qui se passait. Mamie est arrivée en courant, et avec maman, elles sont parties vers l'usine de textile. Papy et moi, nous sommes restés à côté de la maison en les attendant. Au bout d'un moment, elles sont revenues, en sanglotant. L'usine s'était effondrée. Papa était resté sous les décombres. Tout le monde pleurait et personne ne savait quoi faire. Le temps passait très lentement. Tous les quatre nous restions à côté de notre maison. Nous ne bougions pas. Le temps s'était arrêté. Nous avons vu un homme s'approcher de nous. Il boitait. Il était couvert de boue et de poussière. En un instant j'ai compris que c'était mon père. Il avait réussi à s'échapper de l'usine. Quand les secousses ont commencé, il a tout de suite compris que c'était un tremblement de terre. Il travaillait au 2e étage. Il a voulu sortir mais ce n'était plus possible. Il s'est inséré entre 2 machines et est resté assis. Il a entendu un grincement et a senti le bâtiment s'effondrer. Puis, le trou noir jusqu'au moment où il a ouvert les yeux sans comprendre s'il était vivant. Il s'est mis à se palper les bras, les jambes. Il faisait noir. Il a été bloqué entre les 2 machines, mais il a réussi à libérer sa jambe coincée et a vu un rayon de lumière. Il s'est mis à creuser dans la direction de la lumière, et s'est finalement extirpé des débris. Il a réussi. Il ne pensait qu'à sa famille. Difficile de décrire la joie qui nous a envahis quand nous l'avons vu couvert de boue et de poussière, boitant. Il m'a serré dans ses bras en sanglotant. Sur les 500 employés de son atelier, seuls 12 ont survécu. Mon oncle, le frère de papa, nous a rejoints, et ils sont partis vers l'école numéro 9 où ma cousine Gayané faisait ses études. Le bâtiment s'était écroulé, Gayané restait sous les décombres. Ils ne savaient pas de quel côté se trouvait sa salle de classe, et ils ont commencé à dégager les débris à main nue. Il n'y avait pas d'équipement. 6 heures plus tard, papa et tonton ont trouvé Gayané écrasé sous une plaque de béton. Ils ont réussi à sortir son corps. Ma cousine avait 14 ans. Papa est parti chercher un cercueil dans la ville voisine, Octemberian, et il y est resté toute la nuit. Avec d'autres personnes, il a fabriqué des cercueils, pour pouvoir en rapporter un pour ma cousine. Les premiers jours après le séisme, il n'y avait pas suffisamment de cercueils, on enterrait les morts enveloppés dans des couvertures. C'était comme ça.
Au bout d'un certain temps, nous avons compris que toute la ville était en ruine. Pendant 3 nuits, nous sommes restés dehors près d'un feu de bois, trop effrayés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.